Alors, au cours des derniers mois et même des dernières années, BioWin a souvent eu l'occasion d'interagir avec les entités numériques wallonnes. Et c'est au cours de ces discussions que le pôle s'est rendu compte qu'il avait certainement un rôle à jouer pour optimiser les synergies entre ses membres, les membres du pôle, donc en particulier les membres du club Bioprod, d'une part, et d'autre part, ces dispositifs digitaux au sens large de la politique économique et d'innovation régionale. Et donc, notre objectif derrière tout ça, c'est induire plus d'initiatives d'innovation collaborative transversale, et ce, entre les acteurs qui appartiennent à des filières technologiques différentes, puisque le digital, ça fait intervenir pas que des gens qui sont des scientifiques et des gens qui sont dans les life sciences, et donc pas forcément enclins à se parler et à interagir de manière très spontanée. Et donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose avec nos invités, c'est d'assister à 3 interventions pour donner de la visibilité à 3 thèmes, dont vous avez sans doute entendu parler, mais qui vont vous être expliqués avec plus de détails. Et j'espère que nos intervenants vont vous sensibiliser et inspirer quelques-uns d'entre vous, ça ce serait l'idéal, sur leur potentiel d'évolution digitale. Et si on sent que c'est un thème qui vous intéresse et que la session est interactive et qu'il y a des marques d'intérêt de votre part, on peut même envisager le lancement prochainement, et avec l'aide de l'Agence du numérique, de lancer un appel à projet BioWin thématique sur ces aspects digitaux avec un focus bioproduction. Alors, la première intervention, elle va consister à vous présenter une enquête qui a été menée par l'Agence du numérique et PwC. Et plusieurs entreprises membres de BioWin ont d'ailleurs contribué à cette enquête. Et l'objectif principal, c'était d'identifier les facteurs clés de la réussite de la transformation digitale et identifier les forces de notre région dans ce domaine. Et donc, là, c'est Maxime Bouquiot, qui est manager opération et industrie 4.0 chez PwC, qui va vous présenter l'enquête, les résultats et les conclusions. Deuxième intervention, Jessica Miclot, qui est chef du projet Industrie du futur à l'Agence du numérique. Et elle vous expliquera en quoi consiste ce projet. Et la troisième intervention proposée par Philippe Compère. Donc Philippe est expert à l'Agence du numérique, il est en charge du programme transversal Giga Région. Et il est aussi coordinateur du programme régional sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Digital Wallonia for AI. Et il va vous en parler tout à l'heure. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, c'est toujours dans le même esprit, créer un espace d'échange et d'interaction. Donc, il ne s'agira pas de descendre dans des détails pointus au niveau technique, technologique de la digitalisation du biomanufacturing, mais c'est plutôt pour vous donner plus d'infos sur le paysage supportif sur lequel vous pouvez vous appuyer pour évoluer dans cette thématique. J'espère que c'était clair pour tout le monde et que vous êtes bien tous venus dans cet esprit-là. Alors, bon, quelques petites instructions maintenant, même si tout le monde est familier avec l'utilisation des plateformes de réunion virtuelles. Bon, je vais vous demander, pendant les interventions, c'est de couper vos micros et caméras pour libérer de la bande passante et éviter des bruits intempestifs. Et donc, n'activez le micro que quand vous voulez intervenir. Alors, si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire via le chat ou en levant la main virtuelle pour intervenir. Ce qu'on propose, c'est de ne pas réserver des espaces de questions-réponses à la fin de chaque intervention, mais bien de vous permettre d'intervenir pendant les interventions. Et à ce moment-là, si vous prenez la parole, présentez-vous, donc vous mentionnez votre nom et l'institution à laquelle vous appartenez, et parce que pour ne pas perdre trop de temps, on ne va pas faire un tour de table au début du webinaire. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, la session va être enregistrée, sera mise en ligne sur notre site. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai terminé avec mon intro. Donc, je vais passer la parole à Jessica. Donc, voilà, Jessica, je t'en prie. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, le contexte, je poursuis avec cela, puisque je représente aujourd'hui l'Agence du numérique, qui est donc cet organe qui a été désigné par le gouvernement wallon pour mettre en œuvre la stratégie digitale sur le territoire. Et donc, l'Agence du numérique mène cette stratégie qui s'appelle Digital Wallonia. Donc, il y a un site qui lui est dédié. Et nous avons 4 missions principales. Donc, une mission de gouvernance, puisque nous devons rapporter auprès du gouvernement et traduire aussi ces politiques pour les diffuser au sein du territoire. On doit également animer tout le réseau des partenaires digitaux et de ses bénéficiaires. On a également une mission de veille, y compris sur la veille internationale. Donc, on regarde s'il y a vraiment des tendances à suivre, des technologies sur lesquelles on doit vraiment se positionner. On regarde également à tous les outils de financement activables au niveau européen. Alors, on a un rôle aussi de visibilité du secteur numérique. Et donc là, cela passe par la plateforme Digital Wallonia,
sur laquelle vous pourrez trouver tout un répertoire de fournisseurs de solutions, mais aussi d'opérateurs liés au numérique. Donc, bien entendu, BioIN se retrouve dans ce répertoire. On a également un agenda où vous retrouverez toute une série d'événements liés de près ou de loin au numérique. Et puis, toute une petite boîte à outils avec des scans à réaliser, des outils de financement à activer. Et c'est aussi sur cette plateforme que sont présentés les programmes dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, le programme Industrie du futur que je gère au sein de l'agence. Donc, j'appartiens au pôle secteur et économie numérique. Et puis, mon collègue Philippe Compère, lui, vous parlera du programme Digital Wallonia for AI et lui appartient au pôle prospective et intelligence territoriale. Voilà, donc à l'agence, nous sommes une équipe de 35 personnes et voilà, parmi nos activités, donc nous avons nos 4 missions, mais aussi, plus particulièrement, nous collaborons avec certains opérateurs, comme c'est le cas aujourd'hui, pour mener des événements pour véritablement informer et susciter aussi l'inspiration du côté des entreprises sur tout ce qu'il y aurait moyen de faire pour démarrer ou poursuivre une transformation digitale. Voilà, j'ai été brève pour cette introduction. On va directement passer, à mon avis, dans le vif du sujet. Donc, je vais passer la parole à Maxime de PEC pour présenter l'étude. Merci Jessica. C'est moi le vif du sujet, c'est ça? Voilà. Est-ce que peut-être, Jessica, tu veux, où est-ce que c'est le presentation? Dire un mot d'introduction Oui, par rapport à l'étude? tout à fait. Donc, cette étude a été menée en 2020 entre POSC et l'Agence du numérique. Vous la retrouverez, je vais vous mettre le lien dans le chat pour accéder à l'ensemble, aux détails de cette étude. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir faire l'état des lieux de l'industrie 4.0 en Wallonie. Donc, quels sont les constats, quels sont les éléments d'analyse. Et puis, cette étude a aussi émis quelques recommandations pour pouvoir vraiment réussir sa transformation numérique. Donc, on a pu déceler des éléments de réussite, des éléments clés pour devenir une véritable industrie du futur. Cette étude permet également d'inspirer les entreprises sur les technologies clés à activer pour augmenter vraiment en puissance dans sa transformation et pour voir également quelles sont les forces de notre écosystème. Donc, qui est-ce qu'on peut activer comme opérateur pour pour que l'entreprise réussisse sa transformation. Voilà, alors cette étude a été menée auprès de 26 entreprises issues de différentes filières et donc ces 26 entreprises, nous les avons approchées grâce à des partenaires que vous voyez là, que sont les pôles de compétitivité et les fédérations sectorielles de Wallonie. Merci Jessica. On voit bien l'écran, juste pour confirmer, parce que je ne... Oui, oui, tout à fait. Ah, Oui, ok, pas de parfait. problème. Donc, je propose de continuer avec la présentation de l'étude. Juste peut-être un petit rappel sur ce que l'on entend par industrie du futur ou industrie 4.0. On entend souvent le terme et il y a quand même, on se pose souvent la question, que se cache-t-il derrière? On voit ça, donc c'est comme un ensemble surtout de technologies, comme vous pouvez le voir sur la gauche de votre écran. Un ensemble de technologies comme la réalité augmentée, l'Internet des objets, les imprimantes 3D ou les drones qui supportent 3 piliers qui sont l'intégration horizontale et verticale. Donc, on parle ici de comment intégrer tous les processus du fournisseur au client, donc en amont, mais aussi d'un point de vue vertical, donc dans l'intégration des ventes, des achats et des différents services au sein de votre structure. On voit l'industrie 4.0 également comme les produits et les services numérisés,
on entend par produit numérisé le développement de produits virtuels, la numérisation des capteurs, par exemple, ou la collecte des données. Donc, on viendra sur ce sujet par la suite. Et en 3, on voit ça également comme un nouveau modèle d'affaires numériques, donc la création de revenus additionnels par des activités numériques. Et un exemple le plus parlant pour vous, c'est notamment les applications qu'on peut voir tous et que l'on a tous sur nos téléphones. Donc, c'est un peu rapidement expliquer comment on voit l'industrie du futur et sur ce dont on est parti pour mener à bien l'étude. Comme Jessica l'a indiqué, on a interrogé 26 entreprises. Au début, on en avait ciblé 30. Certains ont répondu négativement en estimant qu'elles n'étaient pas encore assez développées dans leur transformation pour y participer. Et comme également mentionné par Jessica, ces 26 entreprises que l'on a interviewées sont réparties en 6 secteurs. On a l'agroalimentaire, le pharmaceutique, la chimie, l'aéronautique, la construction et technologie de fabrication et de machines. Au cours des différents interviews que l'on a fait, donc chacun de 2 heures, on est allé, comme vous pouvez le voir sur l'écran, à travers une trentaine de questions divisées en 4 grands groupes. Le premier groupe, une vue d'ensemble de la stratégie de l'organisation et de leur transformation digitale. Le deuxième groupe de questions portait sur toutes les nouvelles technologies qui étaient utilisées, celles qui allaient être utilisées dans le futur et les objectifs de la transformation numérique en tant que telle. Le troisième groupe de questions reprenait tout ce qui était lié à l'organisation, l'humain et la transformation. Et le quatrième groupe de questions, quelles étaient les étapes futures en termes de transformation et la vision à long terme. Ici, vous pouvez voir la répartition géographique des 26 entreprises interrogées, ainsi que leur logo. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce slide, mais donc vous voyez un peu les noms sur la droite des participants à l'étude. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et entrons un peu plus dans le vif du sujet. Le but d'aujourd'hui n'est pas vraiment d'expliquer toute l'étude en détail. Il y a plus de 30 pages pour ceux qui ont déjà commencé à la lire ou qui l'ont déjà vue, mais de présenter juste un avant-goût des principales conclusions. Et comme vous pouvez le voir, le rapport se divise en 4 chapitres principaux qui sont les éléments moteurs à la transformation numérique, les enjeux majeurs, les bénéfices de la transformation, les technologies d'aujourd'hui et les technologies de demain, donc les technologies dans lesquelles les entreprises ont investi jusqu'à présent et celles qu'elles voient comme étant facteurs d'opportunité dans le futur. Le rôle de l'humain, et vous allez voir, c'est un sujet qui revient à travers toute la présentation. Et ensuite, on terminera avec les facteurs de réussite. En ce qui concerne les éléments moteurs à la transformation numérique, il est important de noter que même si chacune des entreprises interrogées a commencé son processus de transformation à des moments différents, certaines ont commencé il y a 3 ans, il y a plus de 7 ans ou il y a 6 mois, 35% des répondants à l'étude estiment que la transformation en usine de futur ou vers l'industrie 4.0 est un processus continu qu'ils ont commencé il y a au moins 7 ans. Et pourquoi les entreprises initient des projets d'industrie 4.0 ? Comme vous pouvez le voir sur le graphique, pour 73%, la pression sur les coûts est l'élément moteur. On pense, notamment ici, quand on parle de coûts, on pense aux coûts de production, aux coûts de main-d'œuvre. En deuxième, vous pouvez voir l'augmentation des besoins des clients, donc qui arrive en second, et on entend par là que les clients, comme vous le savez certainement, sont de plus en plus exigeants. Les exigences de qualité également ont augmenté. Les clients veulent des produits sur mesure, des produits plus adaptés, tous les éléments qui sont liés justement à ces besoins de vos clients. Le développement de nouveaux produits est également un élément moteur à l'initiative des projets d'industrie 4.0. Et on remarque surtout que ces éléments moteurs sont plus des réponses à des changements externes à l'entreprise qu'une démarche d'anticipation en interne. Les enjeux de l'industrie 4.0 sont d'abord sur la production, et les participants à l'étude sont convaincus du potentiel de l'industrie du futur. Et comme vous pouvez le voir, l'industrie du futur, ce potentiel s'articule autour de 6 axes. La production, la robotisation, l'automatisation sont souvent considérés par les entreprises interviewées comme des moyens d'optimiser leur processus de production. Je pense par exemple à la planification intégrée dans les différents ateliers qui va permettre justement l'amélioration de l'utilisation des ressources et notamment aussi le temps de parcours des produits au sein de l'usine.
en deux, pour 91%, les produits. Par exemple, dans le secteur de la construction et celui de la fabrication des machines, les entreprises s'intéressent au développement de logiciels de modélisation 3D qui vont leur permettre justement d'améliorer la précision dans la création des produits, mais également dans la finition de certaines pièces. Je pense notamment à l'aéronautique. La qualité est un potentiel important. Les coûts, évidemment, vont revenir également souvent. On parle ici d'optimiser l'utilisation des ressources, tant au niveau des matières premières que des ressources humaines. La prise de décision, on en parlera également par la suite. Vous savez l'importance des données à l'heure actuelle. On a de plus en plus de données, leur traitement est de plus en plus important et vont permettre justement une prise de décision plus précise grâce justement au traitement de ces données et aux différentes technologies qui sont disponibles. Et bien entendu, le potentiel de satisfaction du client est également un point qui a été relevé par les différents intervenants dans l'étude. Donc les enjeux sont d'abord sur la production, mais aussi sur l'humain. Et donc, l'importance de l'humain au centre de la transformation va revenir tout au cours, c'est un peu le fil rouge de la présentation et de l'étude. Et comme vous pouvez le voir, les principaux obstacles justement à la transformation numérique sur le graphe devant votre écran, on a séparé ces principaux obstacles en 3 groupes. En jaune, vous pouvez voir les obstacles liés à l'humain, en orange, les obstacles liés à la technologie, et en orange, un peu plus foncé, les obstacles liés à l'entreprise. Le manque de culture numérique, on entend par là que la culture d'entreprise n'est pas un moyen, mais surtout un résultat. Il ne s'agit donc pas de décider d'une culture d'entreprise, mais de la créer. Et on verra par la suite l'importance du management, justement, dans la création de cette culture d'entreprise et la communication envers les équipes. Le deuxième obstacle, toujours lié à l'humain, comme vous pouvez le voir, est la pénurie de talents. Et l'étude révèle que 38% des entreprises rencontrent des problèmes pour recruter de nouveaux talents, mais aussi pour les garder. Il y a aussi un certain nombre d'idées reçues justement sur l'industrie du futur ou l'industrie 4.0. C'est que les gens ne comprennent pas la technologie, donc quand ils ne comprennent pas la technologie, ils n'osent pas se lancer. Les gens pensent qu'il faut d'abord un certain degré de maturité avant de commencer une transformation numérique. Les gens s'attendent également à des résultats immédiats et rapides. Donc, ils pensent qu'on peut sortir une solution Industrie 4.0 d'une étagère, l'implémenter et avoir des résultats la semaine prochaine. Et les gens ne font pas confiance aux services et aux produits offerts. En ce qui concerne les bénéfices financiers et organisationnels de la transformation numérique, donc le point 3 de l'étude, donc 96% des entreprises qu'on a interviewées nous ont dit qu'elles avaient déjà prévu d'autres initiatives 4.0 pour les années à venir. Et tous ces participants s'accordent à dire qu'ils ont déjà ressenti une plus-value à intégrer de nouvelles technologies, que ce soit au niveau de la production ou sur le plan administratif. Et les impacts positifs sont multiples. Et comme vous pouvez le voir, donc pour 58% des répondants, l'un des bénéfices majeurs est l'efficacité en production et en maintenance. Pour 46%, on parle ici d'une diminution des coûts de production. Donc vous vous rappelez que les coûts sont un facteur déterminant justement au lancement d'une transformation digitale ou de solution 4.0. Et un gain en qualité et en produit est également vu comme un des bénéfices liés et déjà ressenti également par les entreprises comme un bénéfice lié à l'industrie 4.0. En ce qui concerne les technologies d'aujourd'hui et celles de demain, donc déjà en 2018, dans le baromètre de maturité numérique des entreprises wallonnes qu'avait publié Digital Wallonia, la robotisation, l'Internet des objets et l'impression 3D se positionnaient déjà dans le top 3 des technologies avancées les plus utilisées. Et en 2020, ces 3 technologies, comme vous pouvez le voir, se positionnent toujours en tête. Et en plus de la robotisation et de l'automatisation des process de production, on constate également un intérêt majeur pour l'Internet des objets et tout ce qui est lié aux capteurs intelligents. Et ces tendances s'expliquent surtout par 2 éléments. 1, la nécessité de pouvoir gérer et contrôler les processus à distance. Et 2, l'importance croissante de la collecte et de l'analyse des données, comme je l'ai déjà précisé auparavant. Et vous pouvez voir aussi sur le graphe à droite l'importance du big data. Donc, les investissements aujourd'hui étaient pour la majorité des entreprises autour de 42% actuellement.
et seront de 62% dans le futur. Donc, on voit un net progrès dans les investissements sur tout ce qui tourne autour du big data, mais également autour de l'intelligence artificielle. Un élément important, comme je l'ai déjà mentionné au début de la présentation et auparavant, c'est l'humain, et l'humain au centre de la transformation numérique, car c'est en effet sur l'être humain que va reposer une grande partie justement de cette transformation, et négliger cet aspect pourrait ralentir la transformation, voire la rendre négative. L'industrie du futur est avant tout un défi culturel et humain, c'est un point important à retenir, et pour la plupart des entreprises interrogées, la stratégie ressources humaines n'est pas correctement alignée avec la feuille de route 4.0. Donc il y a vraiment ici des actions à prendre pour mener à bien cette transformation numérique, actions à prendre ensemble avec les ressources humaines, et il convient donc de sensibiliser et mobiliser les entreprises à concevoir et à développer des politiques RH qui sont adaptées et durables, et d'inciter justement les RH justement à monter dans ce bateau de la transformation et justement de faire partie du voyage 4.0. Comment améliorer ses capacités technologiques? Justement, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là, mais comme vous pouvez le voir sur le graphe, on parle ici d'augmenter le niveau de compétences en interne, de créer des partenariats avec des fournisseurs de technologies ou créer des partenariats avec des prestataires de services. Le travail autour de l'être humain, donc, comme vous pouvez le voir, doit s'articuler autour de 5 grandes idées que l'entreprise va devoir renforcer, structurer et mettre en place si elle veut mener à bien son projet 4.0. 1. L'interaction homme-machine. Donc, nous avons vu qu'une mauvaise compréhension de la technologie pouvait entraver la perception de la valeur qu'elle apporte aux activités commerciales, et cette perception négative va également créer un manque de confiance dans la solution. Il est donc primordial de renforcer la communication autour de l'impact positif de la technologie et des bénéfices qu'elle génère. Le développement des compétences. Comme on l'a également cité auparavant, il est important d'inclure les équipes et le personnel dès le début et de fournir une structure et un support adaptés pour assurer leur développement et leur implication, en mettant notamment l'accent sur le renforcement des compétences, des comportements essentiels à la transformation. Et donc, comme ça, les collaborateurs passeront plus rapidement des idées à l'action. L'importance du management est également essentielle. Donc, le management doit faire de la transformation numérique une affaire personnelle. La vision, la mise en place de la stratégie et la communication sont des facteurs déterminants dans une optique de transformation 4.0. La recherche de talents. Donc, la pénurie de talents, on a vu comme obstacle à la transformation numérique, et la recherche de ceci renforce également l'importance de l'être humain au centre de la transformation numérique. Sans talent, pas de changement. Et là encore, le défi que rencontrent les entreprises est la difficulté d'attirer les bonnes aptitudes, les bonnes compétences et les bonnes personnes. Et pour finir, l'importance du support, qui joue également un rôle important, aussi bien en interne avec les équipes de recherche et développement, les équipes localisées sur le terrain et qui sont en place, qu'en externe avec la création de collaborations, de partenariats avec des fournisseurs de technologies, avec les universités ou les intégrateurs et les prestataires de services. J'ai bientôt terminé. En 6e point, les facteurs de réussite pour devenir industrie du futur. Quelqu'un a une question? Non? Ah, ok. Les facteurs de réussite et les facteurs clés de succès au projet de transformation, comme vous pouvez le voir sur le graphe, un projet pilote réussi, donc pour 42% des entreprises qui ont été interviewées, un projet pilote réussi est un facteur clé de succès de transformation. Cette démonstration justement de faisabilité réussie est un gage de succès important, et par démonstration de faisabilité, on entend la mise en place d'un pilote qui va viser à montrer que la technologie fonctionne, et la démonstration doit prouver que cette solution justement est bénéfique et rentable pour l'entreprise. Et ce succès du pilote va renforcer la compréhension du concept ainsi que la confiance envers la solution, favorisant par le développement de l'industrie du futur. Vous vous rappelez qu'une des idées reçues était le manque de compréhension et de confiance envers la technologie, d'où l'importance d'avoir un projet pilote réussi. La feuille de route définie est claire, et donc l'importance du management dans la création de la stratégie, de la vision et justement la communication envers les équipes, et l'humain, une fois de plus, impliquer le personnel dès le début, comme j'ai déjà cité auparavant.
La transformation numérique donc influence en profondeur l'organisation et la culture de l'entreprise. On a vu l'importance du rôle de l'humain dans la transformation. D'un point de vue opérationnel, donc, il faut gérer cette transformation comme un projet en plusieurs étapes. Vous voyez ici les différentes étapes, elles sont au nombre de 6. 1. Évaluer la maturité de l'entreprise, savoir où j'en suis, où je veux aller avec une mise en place d'une feuille de route. 2. Identifier les opportunités par rapport à cette stratégie et aussi donner des priorités car on ne peut pas tout faire. Identifier les technologies et les solutions adéquates. Initier des petits pilotes, donc des preuves de concept, qui sont justement ces procédés de démonstration de faisabilité qui vont permettre de tester les solutions, de se forger une expérience, de créer des collaborations avec des fournisseurs externes si besoin de support. Apprendre par la pratique en évaluant les résultats du projet pilote, revoir l'approche si nécessaire et construire une stratégie de déploiement. Et bien entendu, dernière étape, définir la stratégie sur base de l'expérience acquise lors du projet pilote, l'adapter si nécessaire, définir les étapes suivantes et ensuite déployer la solution. C'est tout pour les différents points que reprennent l'étude. Jessica, par rapport à... Je ne sais pas d'abord s'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit. Si pas, peut-être, Jessica, tu peux dire un mot sur l'évaluation de la maturité 4.0 de l'entreprise. Il y a une question de... Je vois qu'il y a une question de France Vanessa. Je ne la vois pas. France. Oui, bonjour, j'ai simplement levé la main. Je n'ai pas tapé la question. Oui. Je voulais vous demander, merci pour cette présentation. Je voulais juste savoir si, au niveau, donc mon nom est France Vanessa, pardon. Au sein de la société Vesal Pharma, je suis en charge des projets de recherche collaborative, notamment des projets de pôle, également de la valorisation des résultats et parmi la valorisation des résultats, le développement des activités manufacturières. Voilà pour la présentation en quelques mots. Je voulais savoir si, en fonction justement des réponses qui ont été fournies, des besoins et des observations, parmi les 26 entreprises répondantes, vous savez de mémoire quelle était un petit peu la répartition de la taille des entreprises qui ont répondu, des TPE, des petites entreprises, des moyennes, voilà, parce qu'éventuellement ça peut, je dirais, induire une certaine spécificité dans les réponses. Oui, non, tout à fait. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du slide de départ ici, où on voit les entreprises qui ont été interrogées. On a relativement des grandes structures. Enfin, je vois donc GSK, je vois Sonaca, Crayon. On a des plus petites structures également aussi. Et en effet, on a des réponses qui sont différentes par rapport à la taille de l'entreprise. Mais pas souvent, en fait, parce que justement, l'idée était de sensibiliser et d'inspirer, comme Jessica l'a dit auparavant. Et on a essayé de faire en sorte que les questions soient les plus ouvertes possibles, justement pour éviter d'avoir des écarts entre aussi, donc de 1, la taille de l'entreprise. Mais si on va dans le détail de l'étude, on se rend compte que par secteur d'activité, on a aussi des tendances qui sont différentes. D'accord. Et le profil des personnes qui ont répondu, si vous le... Alors, les profils, on a surtout ciblé les personnes qui étaient liées aux opérations. Donc, on a rencontré pour des COO, des directeurs IT, des directeurs opérations, des directeurs supply chain ou des responsables à la transformation. D'accord. Merci. Mais si vous avez des questions plus en détail, vous pouvez toujours me contacter et je peux expliquer plus en détail ce qui se cachait derrière les données de l'étude. Merci. De rien. Voilà, donc je vais effectivement reprendre la main et rebondir sur le dernier slide de Maxime qui parlait des 6 étapes pour la transformation numérique. La première étape, c'est donc d'évaluer sa maturité 4.0. Alors pour ça, on a enfin, il y a une multitude d'outils, bien entendu, mais je voulais vous présenter ici un outil très, très pratique, disponible gratuitement en ligne sur le site. Vous l'avez là, je remettrai le lien dans le chat. Et donc, vous avez la possibilité, à travers un questionnaire qui dure à peu près 30 minutes de remplissage, de positionner votre entreprise
parmi les 3000 autres entreprises répertoriées, vous positionnez en matière de maturité. Donc, très concrètement, vous allez sur le site, vous cliquez vers le diagnostic que vous voyez là à l'écran. Vous entrez votre numéro BCE pour vous reconnaître. Et vous entrez quelques données, vous répondez au questionnaire. Et par rapport à ça, vous avez ce genre de résultats graphiques où vous pouvez mesurer votre maturité par rapport à 4 axes différents. Le premier axe, c'est votre maturité par rapport aux infrastructures technologiques dont vous disposez. Est-ce que vous êtes suffisamment équipé en matière IT? Est-ce que vous disposez par exemple est-ce que vos employés disposent de tablettes, de smartphones, etc. pour interagir de manière numérique? En matière de ressources humaines, donc Maxime a beaucoup insisté là-dessus. Où en êtes-vous aussi au niveau de l'implication des collaborateurs dans les démarches de transformation numérique? Quels sont aussi les outils d'interaction digitaux entre les collaborateurs? Et puis, il y a également tout ce qui est digitalisation des processus. Ici, en ce qui nous concerne, ce serait des processus de production. Donc, l'intégration de technologies telles que la robotique typiquement. Et puis, un axe aussi qui mesure la maturité de votre entreprise par rapport à votre stratégie commerciale. Donc, comment interagissez-vous avec vos clients? Que mettez-vous en œuvre pour répondre de manière rapide et efficace à vos clients et comment interagissez-vous également avec vos fournisseurs? Voilà. Donc, ça vous donne une image de votre positionnement numérique. Êtes-vous à maturité faible ou avancée ou vraiment très avancée? Et ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez vous évaluer par rapport donc à vos entreprises pairs, donc issues du même secteur que vous. Vous pouvez vous comparer également par rapport à des entreprises issues de la même zone géographique que vous, ou on en parlait avec Madame Fanès, des entreprises qui auraient la même taille. Donc voilà, il y a vraiment toute une série de paramètres que vous pouvez indiquer pour pouvoir avoir un premier diagnostic sur votre maturité digitale. Donc c'est le DigiScore. Et puis ensuite, il y a différents autres outils. Donc, MedDifferent et Digital Wallonia for AI, je ne vais pas m'appesantir là-dessus puisqu'on va voir ça en détail. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'échec entreprise. Donc, dans l'échec entreprise, il y en a 3 différents. Donc, l'échec entreprise pour votre maturité numérique. Donc, c'est une sorte de prolongement de l'outil que je viens de vous présenter ici, le DigiScore. D'échec entreprise lié plus spécifiquement à la cybersécurité. Et puis, des chèques entreprises liés à la croissance de votre entreprise. Et donc, ces 3 types de chèques vous offrent, donc vous pouvez activer un prestataire qui vous fournira des conseils, mais des conseils même plus poussés, puisqu'il pourra effectuer également un audit au sein de votre entreprise. Il pourra également vous coacher, donc vous orienter vers des prestataires, des fournisseurs de solutions technologiques si vous souhaitez mettre en œuvre, vraiment concrétiser votre projet de transformation. Mais attention, ces chèques entreprises ne couvrent pas les coûts de développement, d'achat de licences, etc. Donc, voilà, c'est plus des outils liés à des conseils pour vous orienter au mieux pour mettre en œuvre votre plan de transformation digitale. Là, je ne sais pas si vous connaissiez déjà ces 2 outils, DigiScore et l'échec entreprise. Peut-être que vous pouvez réagir par chat pour un petit sondage. Entre-temps, je vois que Claude Dedry a levé la main. Donc, Claude, Oui, si bien tu sûr. as une question. Claude? Oui, tu m'entends, Thierry? On vous Là entend là, de on très t'entend loin. de très, très, très loin. C'était une erreur, désolé. Tu n'as pas levé la main, c'est ça que tu veux dire? Pas lever la main. Voilà.
Mais donc voilà, réagissez si vous avez connaissance de ces outils-là. Est-ce que vous les avez déjà utilisés? Voilà, je vois que effectivement, certaines personnes en ont connaissance. Très bien. Donc voilà, je vais vous mettre les deux liens, hein, vers ces deux outils très, très concrets que vous pouvez activer. Alors, ce qu'il y a également aussi et à disposition gratuitement, c'est la plateforme Digital Wallonia, je vous en ai parlé, qui peut répertorier aussi tous les acteurs numériques, soit de manière géographique, soit en fonction aussi des technologies qu'elles offrent. Voilà, vous avez donc ici les centres de recherche, les fournisseurs de solutions IT. Bon, toutes ces personnes-là sont répertoriées sur Digital Wallonia et peuvent être contactées. Vous avez vraiment toutes les données détaillées, les données de contact. Donc voilà, là, c'est également un outil que vous pouvez utiliser. Et je reviendrai par la suite sur d'autres outils pour concrétiser votre projet. Super. D'accord, et je vois que de manière générale, oui, il y a une connaissance, mais on n'a jamais utilisé. Donc voilà, je vais vous mettre les liens comme ça. J'espère que oui, vous pourrez aller un peu plus loin que la simple connaissance des outils en les activant réellement. Jessica, juste pour mon information, parce que tu vois, il y a des questions-réponses qui viennent dans le chat, c'est peut-être moi, mais moi, je ne sais pas où voir ces questions et réponses. Tu as eu les réactions, ou est-ce que tu les collectes? Tu les vois si tu cliques sur la petite bulle en haut à droite. Il y a une petite bulle. Oui. Mais je n'ai rien dans la conversation, en fait. Okay. Ah tiens, ça par contre c'est bizarre. Parce que moi je vois. Je vois tout. Et qu'en est-il des autres personnes? Parce que si c'est juste moi, c'est pas très grave. Si personne ne voit, Oui, par contre, Thierry, oui, pardon, Joël Deby, oui. Moi, je les vois, donc, d'accord. et elles s'enregistrent de toute façon sur mon Teams. Ça marche. OK. C'est que je n'ai pas activé le bon. OK. Désolé. Je pense qu'en termes de temps, Oui. pas trop mettre de pression. Oui, on va peut-être passer à la présentation de Jessica sur l'industrie du futur parce qu'il est déjà effectivement 10h moins 10. Tout à fait. Alors voilà. Donc là, Maxime, je compte sur toi pour m'indiquer s'il y a des questions, des réactions. Tout à fait. Donc moi, je souhaite vous parler plus spécifiquement du programme Industrie du futur. Donc voilà, je voulais faire une petite interaction avec vous en présentant des chiffres. Voilà, quatre bulles de chiffres. Et j'aurais voulu savoir, donc dans le chat, par exemple, la première bulle verte, 2200, pour vous, qu'est-ce que ça représente? À votre avis, 2200, c'est une valeur unitaire, donc non monétaire. Voilà, Maxime, s'il y a des réponses, Je ne vois rien peut-être pour me les l'instant. citer. Je ne Pour vois rien vous. Donc, on est dans le cadre industrie du futur et ces chiffres argumentent le fait que l'industrie du futur soit un véritable enjeu pour la Wallonie. Hein. Donc, pourquoi est-ce que... Les nouveaux emplois. Oui, nouveaux emplois. Alors là, ce sera pour une autre bulle. Donc, en termes de nouveaux emplois, en fait, oui, peut-être pas de nouveaux emplois, mais la bulle jaune, 145 000, représente les emplois directs du secteur manufacturier en Wallonie. Donc, c'est quand même un chiffre assez conséquent, puisque dans le secteur industriel, il représente quand même, le manufacturier représente 50% du secteur industriel wallon en termes d'emploi. Donc voilà. Alors d'autres Non, il n'y a réponses? pas. Non. Il y a pas Alors en d'autres fait, choses. Ah, le nombre de 2200. sociétés. Voilà, exactement. Donc 2200, ça représente notre cible en fait, la cible du programme Industrie du futur. Donc il y a actuellement en Wallonie à peu près 2200 entreprises manufacturières. Alors 16%. Là, ça concerne plus particulièrement votre secteur. Donc, comme Maxime l'a dit,
nous visons 6 filières en particulier dans l'industrie du futur, dont la filière biotechnologie et pharma. Et donc 16% pour vous, qu'est-ce que ça pourrait représenter ce chiffre par rapport à la filière? On en a aussi un peu parlé, hein, notamment avec l'étude. Pour l'instant, j'ai rien, Jessica, c'est normal. Oui, je vois, c'est vrai que c'est compliqué. Donc 16%, en fait, ça représente le nombre de grandes entreprises au sein de la filière biotech. Donc quand on parle de grandes entreprises, ce sont des entreprises manufacturières de plus de 200 employés. Donc on a là quand même un poids assez conséquent, 16%. Mais en réalité, par rapport aux petites entreprises moyennes et grandes, ça s'équilibre hein, dans cette filière-là. Et alors 5%, là, c'est donc la filière biotech et pharma a connu une croissance de productivité de 5% dans son secteur manufacturier sur la période 2011-2018. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a une activité qui se met en place, un gain de productivité et une belle évolution aussi, puisque cette croissance se poursuit ici jusque 2021. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous avez tous les arguments. C'est effectivement, la Wallonie devait effectivement rendre prioritaire ce secteur manufacturier. Et donc, l'année passée, le gouvernement wallon a validé un programme régional et a débloqué des fonds pour ces 2200 entreprises pour les mener à la démarche du 4.0 et donc accélérer leur transformation numérique. Alors, ce programme, donc, vise les 2200 entreprises, les 6 filières, et donc il est porté par 37 partenaires. Et donc moi, je suis en charge de l'animation de ce consortium. Ce programme est scindé en 5 axes différents. Donc un axe gouvernance, vous imaginez bien que 37 partenaires, pour que tous aillent dans la même direction, il faut un minimum de gouvernance. Et puis l'axe qui nous concerne ici aujourd'hui, c'est plus l'axe sensibilisation et accompagnement. Donc ça vous concerne directement, puisque nous avons une série d'outils qui vous permettent d'être sensibilisés à la démarche de transformation et aussi d'être accompagnés par des experts. Alors, le volet gestion des compétences, gestion des ressources humaines, évidemment, est très important, puisque quand une entreprise se transforme et intègre des technologies clés, il y a tous des enjeux liés à la formation, à l'attractivité aussi de nouveaux talents, de nouvelles expertises. L'axe 4, lui, est lié au secteur du numérique. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne aussi les fournisseurs de solutions, les acteurs européens qu'on peut aller chercher aussi. On peut aller chercher aussi des expertises au niveau européen. Et puis, l'axe 5, là, ça concerne plus l'attractivité du secteur, la sensibilisation à ce qu'est le manufacturier. Voilà, pour une communication plus grand public, pour valoriser le secteur manufacturier. Alors, je ne parviens plus à voilà. Donc les 37 partenaires, donc vous voyez que par rapport à ces 5 axes, ben, évidemment, il faut qu'il y ait des experts dans la gestion des compétences, les formations, mais aussi dans l'animation du secteur manufacturier des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a autour de la table, pour piloter ce programme, les fédérations sectorielles. Donc, je vois que Rosemée Delru est ici aujourd'hui avec nous pour Essentia. Vous avez les pôles de compétitivité, donc avec BioWin, bien entendu, les centres de recherche pour l'expertise plus technologique, les clusters, les acteurs de développement économique. Donc les centres de compétences, on en a parlé, mais qui mettent à disposition également des démonstrateurs 4.0, donc pour tester des technologies avant de pouvoir les implémenter dans votre entreprise. Et alors, bien entendu, tout l'aspect financier est évidemment très important aussi. Donc voilà, notre angle d'approche, c'est d'agir sur les méthodes de production, hein. En intégrant des technologies numériques avancées pour vous permettre de vous positionner, d'avoir une position compétitive beaucoup plus forte, notamment au niveau sur la scène internationale européenne, disons. Voilà, et donc on a toute une série d'aides.
Donc d'abord, l'ambition, donc comme je vous l'ai dit, il y a un processus de départ qui est d'évaluer votre maturité numérique. Est-ce que votre entreprise est prête à le socle numérique minimal pour pouvoir enclencher une transformation digitale? Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'ambition. Donc cette ambition, donc, elle peut être évaluée par Valérie Debois, qui est donc notre experte au sein de l'Agence du numérique. Elle travaille à tiers-temps pour nous, mais sinon, elle travaille pour Agoria. Et donc, elle peut venir en entreprise ou répondre à vos questions de base, je vais dire, pour savoir si tous les outils sont mis en place au sein de votre entreprise pour pouvoir commencer une transformation. Alors, une fois que vous avez donc cette maturité numérique de base, je vais dire, le programme Industrie du futur vous permet aussi d'activer des experts pour un accompagnement dans votre transformation numérique. Alors, cet accompagnement, donc comparé au chèque numérique, où là, c'est un accompagnement beaucoup plus ciblé, ici, c'est un accompagnement méthodologique. Donc, voilà, une entreprise, je veux me transformer. Par où je commence, sur quel genre de transformation je dois me positionner. Et donc, c'est à toute cette question que répondront les experts. Et donc, cet accompagnement se centre sur 7 axes de transformation. Donc, on utilise une méthodologie qui s'appelle Made Different. Et donc, voilà, vous avez 7 manières de pouvoir vous transformer. Donc, soit vous agissez sur l'éco-factory. Donc, par exemple, vous voulez réduire vos consommations d'énergie ou intégrer tout ce qui concerne la circularité dans vos produits. Bien voilà, ça c'est une transformation. Vous pouvez utiliser le digital pour réaliser cette transformation-là. Vous pouvez également placer des capteurs sur vos chaînes de production. Donc là, on est plus dans la Digital Factory, récolter certaines données, comment je gère mes données. Voilà, donc ça, on est plus sur la Digital Factory. Et donc, ces experts-là vont pouvoir vous conseiller par rapport à ces 7 transformations sur vos forces, vos faiblesses et sur quelles transformations vous devriez plus vous investir. Donc ça, c'est le processus de manière détaillée. Et donc, ces experts vont vous remettre à l'issue de leur diagnostic. Donc, ils établissent un diagnostic en entreprise entre 2 et 12 jours. Ils vous remettent ensuite un plan d'action que vous pourrez implémenter par la suite. Donc, ces experts sont issus du pôle Mécatech, de CIRIS et du CETIC. Et ce diagnostic et cette remise de plan d'action sont pris en charge par l'Agence du numérique. Donc, je vais dire, c'est gratuit pour l'entreprise, mais attention aux aides des minimis, parce qu'il faut en tenir compte. Donc, vous avez quand même des plafonds sur 3 ans. Je ne me souviens plus exactement du montant. Je pense que c'est 200 000 €, quelque chose comme ça. Mais donc voilà, attention à ça. C'est gratuit, mais il faut les entrer dans les aides des minimis. Vous avez ici donc les coordonnées, donc les 3 cadres en vert sur la droite, ce sont les coordonnées de ces 3 experts qui peuvent effectuer un accompagnement Made Different, donc sur ces 7 axes de transformation. Et puis, de manière générale, vous avez cette équipe d'accompagnateurs qui peuvent venir en entreprise pour effectuer un premier diagnostic de maturité et puis ensuite transmettre le dossier alors aux experts. Aux 3 experts en vert. Et puis, une fois remise du plan d'action, vous avez l'implémentation. On en a déjà parlé avec Maxime. Donc, vous avez différents outils, la plateforme, le DigiScore, l'échec entreprise. Donc, voilà, toujours cette plateforme donc, qui est une véritable base de données sur Digital Wallonia. Vous pouvez aller rechercher des fournisseurs de solutions, des fournisseurs plus de technologies voilà, c'est plus pointu. Là aussi, vous pouvez retrouver toutes les entreprises en Wallonie actives dans ces différentes technologies. On en a parlé, l'échec entreprise. Et puis, au final, voilà, ce qu'on permet aussi via le programme Industrie du futur, c'est de véritablement mettre à l'honneur des entreprises qui auraient réussi dans les 7 transformations que je vous ai présentées.
Donc, il existe effectivement des entreprises qui excellent dans leur transformation 4.0 et que l'on souhaite mettre en avant à travers donc, cette labellisation Factory of the Future. Sans doute vous en avez entendu parler parce que ça a quand même fait grand bruit ici en février. On a organisé une cérémonie de remise d'awards, donc c'est quand même assez solennel, je vais dire, pour les récompenser. Et cette action, donc Factory of the Future, est organisée conjointement aussi avec la Flandre, ce qui donne bien plus d'impact aussi au niveau de la visibilité de ces entreprises, notamment à travers la presse. Il y a eu de belles retombées presse. Alors, évidemment, pour être Factory of the Future, il y a quand même toute une série de démarches à réaliser. C'est un audit poussé. L'entreprise reçoit un score, elle doit atteindre 80% de score donc, sur les 7 axes Made Different de transformation que je vous ai présentés. Et c'est comme ça qu'elle peut recevoir la labellisation. Et donc voilà, en Belgique, puisque c'est un concept interrégional, nous comptons 42 Factory of the Future sur les 7 années. Et donc, les 2 dernières, c'était Delay Wallonne, c'était Delay et L'Oréal, l'usine de Libramont. Et il y a notamment l'année dernière Jumeaux qui a été également labellisé Factory of the Future. Voilà, pour ma part, donc vous avez mes coordonnées ici. C'est ce que je voulais vous présenter de manière très concrète. Et je vois qu'entre-temps, mon collègue Philippe nous a rejoint pour la partie intelligence artificielle. Maintenant, s'il y a des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. Et pendant la présentation de Philippe, je vais vous mettre aussi les liens vers les outils. Ok, merci Jessica. Moi j'aurais peut-être quelques petites remarques, mais c'est plus pour interpeller finalement les membres qui sont présents aujourd'hui. Mais je vais peut-être garder ça plus pour la fin. C'est vraiment en relation par rapport à tout ce que tu présentes et ce que Maxime a présenté comme conclusion de l'enquête et tous les outils d'accompagnement qui existent. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment faire le lien avec les membres et est-ce qu'il y a réellement de leur part une demande. Parce que c'est bien de proposer une offre qui est assez fournie et très, très diversifiée. Est-ce qu'il y a une demande de leur part et comment faire le lien entre cette offre et leurs potentiels besoins? Parce que je pense que pour le moment, c'est un peu de ça dont on manque et c'est ça que BioWin aimerait jouer comme rôle. C'est le rôle de charnière entre vous et tout ce qui est numérique et qui est des outils transversaux, qui sont des outils transversaux et nos membres, et en particulier les membres du club Bioprod, qui, je pense, devraient avoir des demandes, mais vraisemblablement qui n'arrivent pas toujours à destination. Tout à fait. Et BioWin est effectivement la bonne porte d'entrée pour vous ici aujourd'hui, puisque, bien entendu, vous faites partie du consortium Industrie du futur. Oui, tout à fait. Sylvie Ponchot, qui est aussi présente, je pense, fait partie du comité de pilotage filière. Donc, on a vraiment des interactions. Le lien peut être fait. Donc, l'entreprise contacte BioWin et BioWin, évidemment, fait le lien avec moi sans souci. Oui, parce que juste une petite remarque par rapport à ta dernière slide et par rapport aux Factories of the Future, si on regarde un petit peu les logos de toutes les entreprises qui sont présentes, on ne peut pas dire que notre secteur soit surreprésenté. C'est vrai. Ce qui est dommage. Et alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un manque d'intérêt, bon, mon idée, c'était qu'il y avait peut-être un manque d'information, et donc c'est pour ça que j'ai voulu créer la session d'aujourd'hui pour informer. Alors, au-delà de ça, j'espère qu'il y aura de la réactivité de la part des membres qui pourraient revenir vers BioWin ou directement vers toi pour mettre un peu des choses concrètes en musique. Oui, parce qu'on a une base de données donc de ces 2200 entreprises et on voit bien qu'il y a vraiment des entreprises, y compris dans la filière biotech, qui sont à la pointe, qui vont y arriver, qui atteignent, il y en a certaines qui atteignent le niveau d'excellence, il y en a il suffit d'encore un tout petit effort. Bon, voilà, on nous dit, bon, c'est peut-être j'espère que ce sont des cas particuliers, mais il y en a qui ne souhaitent pas se mettre en avant à travers cette labellisation, parce que c'est vrai que c'est une très forte visibilité, y compris dans la presse. Donc bon, ça se comprend, mais d'autres qui peut-être effectivement, comme tu le dis, ne connaissent pas cette démarche. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau projet pour visibiliser vos activités. Et récompenser surtout aussi les employeurs et les travailleurs qui ont réussi dans cette transformation et qui se sont véritablement impliqués aussi. Ok.
On va peut-être laisser la parole à Philippe maintenant pour sa présentation sur Digital Wallonia for AI. Philippe, bonjour. Merci, bonjour à tous. Bonjour, heureux de vous rejoindre. Je vais tout de suite partager mon écran. Ça. Hop. Voilà. Digital Wallonia for IA, je viens justement de jumper d'une réunion à l'autre, puisque aujourd'hui a lieu le comité d'accompagnement des projets Tremplin IA, la deuxième saison des Tremplin IA, qui a lieu toute la journée. Donc c'est un exercice amusant. Grâce au télétravail, on peut comme ça passer d'une réunion à l'autre. C'est assez intéressant. Mais voilà, donc Digital Wallonia for IA, c'est donc le nom du programme régional sur l'accélération de l'adoption de l'intelligence artificielle en Wallonie. Donc l'objectif est d'abord de savoir ce que c'est l'intelligence artificielle, à quoi ça peut servir, comment elle peut aider à augmenter en fait les services, augmenter l'humain. On préfère parler d'intelligence augmentée que d'intelligence artificielle d'ailleurs souvent. Et donc le programme, tout ça a été réuni dans un programme au sein du programme Digital Wallonia, qui est donc le projet ou programme Digital Wallonia for IA. Donc, le point IA étant donc en même temps une URL qui donne un accès direct à la page qui présente l'ensemble du programme sur la plateforme. Sur le fond mon fond d'écran et sur cette page, vous voyez également les 4 partenaires référents du programme, donc les 4 partenaires, on va dire, fondateurs du programme Digital Wallonia for IA, que sont donc l'Agence du numérique, bien sûr, mais avec Agoria et surtout le réseau IA et l'Infopole ClusterTIC. Donc, le réseau IA, c'est un collectif wallon pour répondre à toutes les questions et aider en fait les acteurs privés et publics à s'approprier l'intelligence artificielle. Donc, je vous invite évidemment, ceux qui n'y sont pas encore, à éventuellement rejoindre ce collectif si l'intelligence artificielle vous intéresse. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'entreprises déjà et d'organismes qui participent à nos différentes actions de Digital Wallonia for IA. Alors, petite présentation rapide de Digital. Je vais essayer de rester dans un timing assez court, comme on en avait discuté. Il y a 4 axes principaux, dans le programme Digital Wallonia for IA. Un axe société IA, donc d'abord une dimension sociétale très importante. On y reviendra. L'axe entreprise IA, axe compétences IA, donc en lien avec les formations, qui est évidemment fondamental. Et l'axe alors partenariat IA qui aujourd'hui s'est étendu avec partenariat recherche et innovation, donc tout ce qui a trait aux différents partenaires dans la recherche également. Je vais parcourir rapidement ces axes et vous indiquer un petit peu à quoi chacun fait référence. L'axe société IA, en fait, n'est pas seulement la dimension sociétale de l'IA et éthique de l'IA, mais aussi un axe d'abord de sensibilisation à l'IA. Qu'est-ce que c'est l'IA? À quoi ça sert? Quand on parle d'IA, de quoi parle-t-on réellement, etc. En bas, vous avez donc 3 logos. Les 2 premiers sont en fait des cours en ligne qui sont accessibles à tout le monde. Je commence par celui du milieu qui est historiquement le premier qui a été mis en ligne, qui est accessible sur la plateforme Digital Wallonia for IA directement, qui est le cours en ligne de Agoria, AI for Belgium, qui est un cours en ligne plus orienté entreprise que citoyen, mais quand même, qui est abordable et accessible à tout le monde. Et le nouveau cours en ligne qui a été mis en ligne fin de l'année passée, c'est le cours Element of AI, qui est un cours national, celui-là, donc un cours en ligne mis en place par AI for Belgium, notre partenaire AI for Belgium, qui est donc le pendant fédéral au niveau de l'IA.
et qui est en fait un cours en ligne finlandais au départ, que l'Europe a choisi comme étant je veux dire une référence dans le domaine des cours en ligne IA, et qui a été traduit par l'Europe dans toutes les langues européennes, et que donc la Belgique, le fédéral, a choisi comme cours en ligne orienté citoyen, celui-là, donc qui est vraiment accessible à tout le monde. Je n'ai pas les derniers chiffres sur la participation, mais c'est assez impressionnant, et paradoxalement beaucoup plus de Wallons que de Bruxellois de nos voisins du Nord, mais c'est un cours fort intéressant. Il faut compter à peu près 25 heures pour ce cours, pour le passer en vue. La troisième dimension, troisième action de ce domaine société IA, c'est une étude qui a été commandée par Digital Wallonia for IA et par l'Agence du numérique au CRITS, donc à l'UNAMUR, pour l'impact de l'IA dans le domaine du secteur public. Donc, savoir comment l'IA peut aider le secteur public wallon. Et les résultats de cette étude commencent à sortir maintenant. Je ne vais pas évidemment m'étendre sur tout ça, vous retrouverez tout ça sur la plateforme. Donc voilà le cours en ligne, vous avez plus de détails sur le cours AI for Belgium que je vous invite à faire. L'étude d'impact dont j'ai parlé qui sera publiée sur la plateforme. Voici donc, parce que dans la sensibilisation, évidemment, participe également la plateforme Digital Wallonia au sens large, et le projet Digital Wallonia for IA. Donc la page Digital Wallonia for IA sur la plateforme, je vous invite évidemment à aller la voir, parce que vous retrouverez entre autres la page bilan et action qui synthétise l'ensemble des actions. J'ai mis le lien dans le chat. Ah, tu as mis le lien, merci Jessica, qui synthétise tout ce que je raconte ici. Quelques chiffres rapides sur le Digital One. Donc, ce programme, en fait, a été lancé en 2019, hein, donc il est encore jeune. En fait, il a un peu plus de 2 ans, effectivement, au niveau pratique. Et donc, aujourd'hui, nous avons quand même déjà plus de 200 entreprises qui participent de manière active à notre écosystème IA wallon, avec 141 entreprises qui ont déjà participé à une action, soit Start IA, soit Tremplin IA de l'axe 2, je vais en reparler, ce qui est quand même déjà assez impressionnant. Les 4 centres de recherche agréés font tous de la recherche en IA. Ils participent d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, au consortium TRAIL, donc Trusted AI Labs, qui est un consortium, une grande première en Wallonie, donc que les 5 universités francophones et que les 4 centres de recherche s'unissent dans un même consortium pour un domaine particulier qui est ici l'IA, et ça a été souligné par l'administration, le SPWR et le cabinet, une grande première dans notre région, et ça devrait aboutir à des résultats très intéressants. Parce que nous avons, et c'est une cartographie qui a été faite dans le cadre du projet et avec AI for Belgium, plus de 600 chercheurs en IA dans les universités, les centres de recherche en Wallonie, ce qui est quand même extrêmement intéressant comme chiffre, puisque pour toute la France, par exemple, il y en a 5000. Donc, on en a quasi 10 fois plus, quoi. Donc voilà, ça ne veut pas dire évidemment, ça ne veut pas dire charrette, comme on dit, mais c'est quand même des chiffres intéressants. Passons à l'axe 2, qui est l'axe aujourd'hui le plus développé, hein, ne le cachons pas. C'est celui qu'on a voulu aussi développer le plus pour aider les entreprises à s'approprier l'IA, puisque voir quels sont les use cases potentiels de l'IA. Il y a 3 actions dans l'axe 2, donc Start IA, Tremplin IA et Cap IA, donc qui sont un peu les 3 étages de la fusée dans le décollage vers l'intelligence artificielle. Ceci est synthétisé sur ce slide-ci. Donc vous avez tout d'abord Start IA, qui est d'abord un programme, c'est ce qu'on appelle les fameux niveaux TRL, hein, les Technical Readiness Level. Donc Start IA est de niveau 1 à 3, Tremplin IA 4 à 6 et Cap IA 6 à 9. Donc c'est en fait le niveau de
d'expertise, on va dire. Donc Startia, c'est un programme qui aide à découvrir l'intelligence artificielle. C'est un programme d'accompagnement qui dure 3 jours, 3 à 4 jours, qui permet donc, avec un Experia identifié via un pool d'experts de Digital Wallonia Foria, d'être accompagné dans l'analyse de comment l'IA peut augmenter les services de l'entreprise ou de l'organisme, comment l'IA, services autant internes que externes, hein, l'IA peut aider soit à améliorer les processus internes de l'entreprise, que ce soit au niveau des ressources humaines. Il ne s'agit pas de remplacer des emplois, je précise tout de suite, mais plutôt d'augmenter les emplois, en quoi elle peut aider à faciliter le travail de chacun. Philippe? Oui. Philippe, désolé de t'interrompre, il y a une question. On demande si on doit participer à Start IA pour participer au tremplin IA. Non. Non, c'est une très bonne question. Chaque action ici est indépendante. En fait, tout dépend le niveau de maturité, entre guillemets, de l'entreprise. Donc, si l'entreprise a déjà, par exemple, un projet qu'elle a déjà identifié, un projet potentiel avec de l'IA et qu'elle sait déjà bien clairement ce qu'elle veut faire, elle peut lancer un tremplin IA directement, pour autant, bien entendu, qu'il y ait un appel ouvert à ce moment-là. Elle n'est pas obligée de passer par un Start IA pour faire un tremplin IA, tout à fait. Maintenant, une entreprise qui ne connaît pas l'IA et qui veut découvrir l'IA passera d'abord plutôt par un Start IA. On lui conseillera de passer plutôt par un Start IA avant de faire un tremplin IA pour bien cadrer, je dirais, les différents projets potentiels et dans l'ensemble éventuellement des différents projets potentiels identifiés dans l'accompagnement Start IA, choisir un ou l'autre projet qui potentiellement pourrait être les plus à valeur ajoutée pour l'entreprise, de manière à lancer à ce moment-là un tremplin IA sur ce projet-là. Ça, c'est l'idée. Le tremplin IA, en effet, donc c'est plutôt là de mettre en place un proof of concept, donc un démonstrateur de l'IA, donc sur base d'un projet. Ah tiens, donc Start IA, c'est de l'idéation. On pense on pourrait faire tel projet. Après, est-ce que c'est vraiment faisable ou pas? Pour ça, on va faire un proof of concept avec Tremplin, avec toujours un expert, des experts IA identifiés, soit avec lesquels l'entreprise travaille déjà, soit qui sont proposés par le comité de pilotage Digital Wallonia Foria, qui sont de 2 types. Il y a des tremplins IA individuels ou collectifs. Individuel, c'est une entreprise qui fait un projet accompagné d'un expert IA. Les tremplins IA collectifs, c'est un ensemble d'entreprises, par exemple un ensemble d'entreprises d'un pôle, comme par exemple votre pôle pourrait très bien lancer un projet tremplin IA qui serait au bénéfice de l'ensemble des membres du pôle, par exemple, hein, c'est l'idée qu'on prenait souvent, ou alors des entreprises qui se mettent avec des universités ou avec d'autres, des centres de recherche ou autres, pour faire un projet ensemble dans un domaine particulier, mais toujours accompagné, bien entendu, d'un expert IA qui, lui, sera le fournisseur de la technologie et de la compétence IA, on va dire, pour les accompagner. Les budgets sont évidemment différents entre le Start IA et le tremplin IA. Aujourd'hui, donc on a lancé 4 sessions, on va dire, Start IA aujourd'hui. Dans les tremplins IA, on a lancé 2 sessions, chaque fois individuelles et collectives. Donc nous sommes aujourd'hui à la deuxième saison, on va dire, tremplin IA. Les individuels sont en cours, pratiquement la moitié, et les collectifs viennent de démarrer. Philippe, désolé de t'interrompre, on a encore une question. Oui. Quelle est la date du prochain tremplin IA? Je ne vois pas les questions, donc tu fais bien. Non, mais c'est pour ça que je te l'ai dit. La date des prochains appels tremplin IA, donc il y en a un, les tremplins collectifs viennent d'être lancés maintenant. Ce sera probablement à l'automne, ici, automne ou fin d'année. En fait, tout dépend également, il faut bien le dire, des budgets que nous allons, qui seront alloués par le cabinet sur les différentes actions Digital Wallonia Foria. Et donc pour le moment, disons, pour être très transparent, l'ensemble du budget en cours sur cet axe 2 a été lancé. Donc on n'a pas pour le moment encore planifié de nouvel appel
tremplin IA, parce que c'est aussi les budgets les plus importants. Un projet tremplin IA individuel, c'est 25 000 € et de participation, évidemment, de subsides de l'agence, plus évidemment une partie de l'entreprise, mais qui est à peu près de 25% dans les cas de tremplin IA, c'est pas 50. Pour les tremplins collectifs, c'est 60 000 €, donc c'est des budgets beaucoup plus conséquents. Donc il faudra voir aussi ce que on dépend bien entendu des budgets qui nous sont alloués par les cabinets. Et tant qu'on n'a pas de vision claire là-dessus, on ne peut pas évidemment lancer les appels. Donc, mais logiquement, ça devrait en principe être lancé fin de l'année ici pour les prochains tremplins. Alors, le troisième étage de la fusée, c'est Capia. Alors là, c'est une action qu'on vient seulement de commencer à lancer maintenant. On a d'ailleurs une réunion après-midi pour les premiers projets. Donc Capia, c'est la suite évidemment. Donc une entreprise qui a participé à Tremplin IA, enfin pas nécessairement d'ailleurs, qui n'est pas obligatoire d'avoir de nouveau participé à un tremplin IA pour faire un Capia, mais c'est quand même fortement conseillé. Donc, qui a identifié un projet et qui a fait un proof of concept qui est successful, peut à ce moment-là faire appel à Capia pour aider dans l'accompagnement c'est un genre de parrainage, si vous voulez, de l'entreprise dans la mise en production de son projet. Alors, il existe des tonnes, évidemment, de mécanismes au niveau de la région, que ce soit au niveau financement ou autre, pour aider les entreprises et les startups qui veulent se lancer dans un domaine et qui ont la super idée qui va devenir la pépite, la future pépite. Il ne s'agit absolument pas de remplacer, évidemment, ce qui existe dans tous les mécanismes au niveau wallon, mais plutôt, justement, on prend l'exemple de la boussole, c'est que c'est parfois difficile pour une jeune entreprise ou une spin-off d'une entreprise ou d'une université de s'y retrouver dans la jungle des mécanismes financiers ou autres régionaux. Et donc, ce programme Capia est un peu là pour ça, c'est de créer un accompagnement qui permet d'aider l'entreprise à s'orienter vers les bons mécanismes de financement en fonction de son projet, vers les bons la préparation de son business plan de manière efficiente, etc., pour booster autant que possible son projet. Donc là, c'est un mécanisme qui est en pilote pour le moment, puisqu'on va avoir les premiers projets qui vont démarrer. On verra un petit peu ce que ça donnera et ce sera sans doute adapté. Et comme il est indiqué, le premier appel se clôture, est en cours actuellement et se clôture le 31 mars. Juste pour souligner, donc un projet sur 3 Start IA aujourd'hui devient un tremplin IA, ce qui est une grande réussite pour nous. C'est l'objectif évidemment, c'est que on a conscientisé sur l'intérêt de l'IA au sein des entreprises et donc du coup les entreprises font des POC. Et je peux vous dire, pour avoir participé juste avant au comité d'accompagnement des tremplins IA individuel de la deuxième saison, il y a des projets extrêmement intéressants dans des domaines extrêmement variés. C'est assez surprenant ce qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le pool d'experts, très rapidement, on a 40 experts aujourd'hui, 40 entreprises qui sont identifiées comme étant des experts en IA, qui ont donc accompagné déjà des programmes Start IA et ou tremplin IA. Donc certains, ils sont pour le moment en train de présenter leur projet de l'autre côté dans le comité d'accompagnement avec leur entreprise bénéficiaire. Et ça permet aussi d'avoir une cartographie de quels sont vraiment les experts les plus efficients, ceux qui ont la plus grande expertise dans le deep learning, dans les différentes spécialisations de l'IA aujourd'hui aussi. Voilà, tout ça, de toute façon, cette présentation vous sera envoyée, bien entendu. Vous avez tout le détail, le nombre d'entreprises, il y a même des études par secteur. On voit que le secteur de la santé est quand même un secteur extrêmement important dans les Start IA. On a 12 entreprises sur l'ensemble des entreprises qui ont participé dans le secteur des soins de santé.
et d'autres ça c'est pour les lauréats, donc ça c'était dans les candidatures qu'on avait reçues, ça c'est dans les lauréats, les Startia. Alors c'est vrai que dans les lauréats, il y en a peut-être un petit peu moins au niveau des soins de santé, on n'en a plus que 5 sur les 12, mais c'est évidemment normal puisque ça dépend des dossiers que nous recevons. Répartition par taille d'entreprise, ça c'est intéressant aussi de mentionner que ce ne sont pas nécessairement des grosses entreprises qui lancent soit des Startia, soit des tremplins IA, c'est souvent même plutôt des PME, beaucoup de PME, ou des très petites, même des TPME qui lancent les projets, mais on a aussi quelques grosses entreprises de plus de 500 personnes qui participent. Donc, on a un bel échantillon de participants, répartition géographique, bon, tout ça, voilà. Ce slide-ci, certainement le plus intéressant pour vous, c'est de savoir quelles sont un peu les entreprises qui ont déjà participé à des actions Startia ou Tremplin IA dans le domaine de la santé, donc dans le domaine qui vous concerne. Donc, j'ai fait ce tableau pour que vous voyez un petit peu, voilà, on voit par exemple LambdaX, hein, c'est l'exemple que je prends ici, qui a participé au premier Startia, donc il y a plus d'1 an et demi maintenant, qui a participé au premier tremplin IA et qui était d'ailleurs très successful et qui d'ailleurs est un des candidats potentiels pour le CAPIA aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment une solution qui est très intéressante qui a été développée avec l'IA pour optimiser la reconnaissance des défauts sur les lentilles puisque c'est leur core business. Sur cette présentation, vous avez un lien, je ne vais pas le lancer ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous avez un lien vers une vidéo YouTube qui présente en fait le projet avec le résultat. C'est un témoignage de LambdaX qui a été présenté lors d'un carrefour de l'IA. Donc les carrefours de l'IA, j'en parlerai après, mais c'est un événement qui a lieu tous les mois, tous les 3e mercredis du mois de 9h à 10h en ligne. Et vous trouverez les renseignements sur la page événements de Digital One Year for IA. Pour les prochains carrefours de l'IA, sont souvent thématiques et qui présente une formule un peu particulière puisque l'heure de présentation, ça dure 1 heure, donc ça ne prend pas trop de temps le matin de 9 à 10. Sur 1 heure, il y a une demi-heure de présentation de cas d'usage entreprise, c'était le cas pour LambdaX par exemple, et une demi-heure de présentation sur les résultats de la recherche en IA avec le consortium Trail dont je vais parler après dans l'axe 4. Donc ça permet de mettre en lien aussi l'axe entreprise avec l'axe recherche et de montrer aussi les deux faces du même diamant, je dirais. Philippe, oui, question. Il est déjà 10h29, je ne sais pas où tu en es dans ta très présentation. rapidement, je vais passer rapidement sur le reste parce que le reste c'est plutôt informatif. Alors peut-être sur les formations IA, qui est l'axe 3, donc un consortium a été constitué qui s'appelle Numéria. Donc Numéria regroupe l'ensemble des centres de compétences wallons, les 5 centres de compétences wallons, Techno, Futur, TIC, Techni Futur, etc. Et qui en fait ensemble ont mis en place pour Digital One Year for IA et avec Digital One Year for IA un programme de formation complet à différents niveaux sur l'IA. Donc ça, c'est intéressant évidemment à suivre. Alors pour le moment, c'est en distanciel puisqu'à cause du Covid, rien ne peut se faire en présentiel ou très peu. Mais il y a tout ça. En plus, il y a un nouveau site qui vient d'être lancé maintenant qui s'appelle Numéria-Academy. Et donc qui est vraiment dédicacé aux formations de pointe pour le consortium Numéria, entre autres les formations sur l'IA. Donc ça, je vous invite à aller voir si vous souhaitez en savoir plus sur les formations. C'est une formation qui est payante en partie, mais dont une partie est prise en charge, évidemment, 50% est prise en charge par le projet Digital One Year for IA. Pour la recherche et l'innovation, souligner tout d'abord le programme Trail. Trail, donc j'en ai déjà un peu parlé, c'est donc ce consortium des universités et des centres de recherche pour la recherche, booster la recherche en IA et mutualiser les efforts dans ce domaine. Il y a un premier programme de recherche
ARIAC by Digital One Year for IA qui est lancé, qui est quand même financé à 32 millions d'euros sur 6 ans, avec 5 axes de recherche très importants pour la recherche, l'humain et l'IA par exemple. Comment augmenter l'humain tout en gardant l'humain au centre de l'IA. Donc c'est évidemment une recherche extrêmement importante où il y a une dimension éthique très importante qui évidemment fait référence aussi à l'Europe puisque l'Europe travaille énormément sur l'aspect éthique de l'IA. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'échelle mondiale, on est certainement en Europe en retard sur l'IA par rapport aux autres, que ce soit américains ou chinois, mais nous apportons une autre dimension qui est une dimension un peu plus humaine et éthique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous pourrez en trouver plus, les partenariats internationaux, tout ça, et l'ensemble des partenaires du programme Digital One Year for IA que vous retrouvez ici, dont bien entendu tous les pôles de compétitivité, dont BioWin, que nous remercions de nous avoir invités aujourd'hui. Je m'arrête là. Carrefour de l'IA, oui, je voulais juste préciser, dernière petite chose, c'est donc le Carrefour de l'IA, j'en ai parlé. Le dernier Carrefour de l'IA qui a eu lieu le 21 avril dernier, donc c'est le dernier, parlait justement était sur le domaine du secteur des soins de santé, très intéressant, avec le CHU de Liège qui a parlé, etc. Donc tout ça est disponible en ligne. Si vous cliquez sur l'image, vous aurez le lien direct vers le replay de ce Carrefour de l'IA. Je vous invite bien entendu à vous inscrire au prochain si vous souhaitez en savoir plus. Voilà. Ok, merci Philippe. Donc je ne sais pas s'il y a des questions particulières par rapport à ton intervention maintenant. Donc moi, comme je n'ai pas accès au chat, je demande éventuellement à Maxime de prendre la main. Je ne vois toujours pas les questions. Non, pour l'instant, ça va, on a suivi les questions. Mais comme de toute façon, il est l'heure, je pense que tout le monde a tous les agendas sont chargés, donc on va essayer de conclure rapidement. Mais moi, ce que je voudrais simplement rementionner comme conclusion, c'est que bon, la session d'aujourd'hui montre à quel point il y a une diversité incroyable de supports, d'aides, tout ce qu'on peut imaginer. J'espère au moins que la session aura permis aux participants d'y voir clair, parce que c'est vrai que parfois, on ne comprend pas toujours l'utilité, les objectifs de chacun de ces outils. Ici, je voulais vous donner l'opportunité de présenter tout ça à un petit panel du club Bioprod. Tout ce que j'espère, c'est que ça aura un impact. Parce qu'évidemment, entre les entités digitales et BioWin, il y a une volonté de travailler ensemble. On a commencé, et donc j'ai bien l'intention de poursuivre ça. Mais si ça se limite à ça, ça n'atteint pas son objectif. Il faut maintenant que nos membres et que les participants à ce séminaire sautent dans le train et nous interpellent, voir s'ils ont des besoins par rapport à toute l'offre qui leur est proposée, est-ce qu'il y a une demande. Et s'il y a une demande, on se fera un plaisir d'essayer de la satisfaire et d'essayer de trouver des pistes qui leur conviendraient. Donc voilà, ça c'est vraiment mon message, c'est essayer de réfléchir, cogiter à ce que vous avez entendu aujourd'hui pour voir s'il y a moyen de mettre quelque chose en musique et de profiter finalement de tout ce support qui vous est offert. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. J'espère que... Oui, d'après ce que je vois dans les commentaires du chat, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. On va vous envoyer toutes les présentations avec notamment les liens et les coordonnées des personnes à activer. Votre première porte d'entrée, c'est bien entendu BioWin. Mais voilà, je vois que plusieurs personnes, en fonction de tout ce qu'ils ont entendu ce matin, vont revenir vers nous, notamment avec des propositions plus concrètes, puisqu'ils ont des projets dans les cartons. Voilà, c'est vrai qu'il faut peut-être un petit temps de réflexion par rapport à toute l'information qui a été donnée aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que tout va arriver, mais si ça pouvait effectivement susciter un peu d'inspiration et que les gens aient des germes d'idées. Et si c'est le cas, comme je le disais en début de session, nous on est prêt à lancer un appel thématique au niveau de BioWin avec l'ADN pour pousser cette thématique digitale. Après, juste Thierry, peut-être un petit point, on l'a signalé au travers de l'étude, mais aussi la présentation de Philippe, c'est l'importance du proof of concept ou de la preuve de faisabilité. Il ne faut pas lancer un grand chantier Industrie 4.0 sur 4-5 ans. Parfois, juste, on cible un process dans l'industrie et ça peut être bêtement, on veut supprimer le papier,
on va implémenter des tablettes et faire des connected workers, des opérateurs connectés. Ça peut commencer par des petites actions. Oui, des petits germes des germes de digitalisation. Oui. Parce que les gens, et alors là on repart sur le principe de l'importance de l'être humain. Les gens vont commencer à se familiariser avec les technologies et vont avoir des idées et vont voir, ah mais grâce à ça on peut aussi faire ça. Et c'est aussi important de ne pas voir trop grand dès le début quand on n'est pas trop sûr, mais tout en le gardant en tête, mais commencer avec des petits projets. Et nous, même si ça ne rentre pas dans le cadre parfois un peu complexe des projets de pôle avec 4 partenaires, etc., effectivement, c'est peut-être pas le format qui s'y prêtera d'office, mais on peut en tout cas jouer le jeu avec les entités digitales pour servir de support aussi à nos membres dans cette orientation-là. Parce que nous, on le voit aussi avec nos clients, il ne faut pas forcément avoir une grande structure non plus. Hein. On commence avec des petites choses et ensuite ils sont satisfaits ou pas, on continue. Donc il y a vraiment une demande et tout est possible. Ça fait souvent peur quand on parle d'industrie 4.0, mais bon, voilà. Très bien, bon ben, peut-être que comme il est déjà 10h37, on va peut-être conclure et donc j'espère que ça aura suscité de l'intérêt de la part des participants. Revenez vers moi, revenez vers l'agence du numérique, revenez vers POSC si vous avez besoin de compléments d'infos sur l'enquête. Sentez-vous libre d'interagir avec nous, c'est un peu le but de la session. Merci beaucoup. Merci à tous, en tout cas, merci à nos 3 intervenants d'avoir passé du temps à expliquer tout ça à nos membres. Et à bientôt, j'espère. Bonne journée. Bonne journée, merci. Merci. Au revoir.